Leurs propres enfants se sont détournés d'eux et les ont envoyés mourir dans les montagnes isolées. Mais au lieu d'y trouver la fin, ce couple a retrouvé un second souffle et a créé un véritable paradis là où personne n'aurait pu survivre. Abonne-toi à la chaîne et indique en commentaire d'où tu regardes cette vidéo. Nous lisons chaque message. Pendant presque un demi-siècle, Andrew et Marianne Hale avaient partagé une existence façonnée par l'effort, la résignation silencieuse et un amour qui ne se disait pas avec des mots, mais se tissait dans chaque geste du quotidien. Leur jeunesse avait été une période de lutte constante, de réveils avant l'aube et de retours tardifs lorsque les lumières des usines se reflétaient encore sur le bitume humide des rues industrielles. Ils avaient appris très tôt à compter non pas sur la chance, mais sur la persévérance. Marianne, légère comme une branche dans la brise à ses 20 ans, courait d'un emploi à l'autre, tandis qu'Andrew, robuste et volontaire, grimpait systématiquement les échelons des ateliers métallurgiques où la chaleur des machines marquait la peau comme un tatouage. Ensemble, ils avaient construit une famille, 5 enfants qu'ils avaient aimés avec un acharnement presque douloureux, persuadés que leur sacrifice donnerait à leur progéniture une vie plus douce que la leur. Les années avaient filé, parfois féroces, parfois lumineuses, mais toujours pleines de ce mélange étrange de fatigue et d'espoir. Les enfants avaient grandi, avaient quitté la maison un à un, emportant avec eux les rêves qu'Andrew et Marianne avaient doucement nourris. Et puis il y avait eu Beau, le berger allemand trouvé près d'un hangar effondré, une petite boule de poils tremblante que Marianne avait instinctivement serrée contre son manteau. Beau était rapidement devenu plus qu'un simple animal de compagnie. Il était un témoin silencieux des disputes, des réconciliations, des rires autour de la table et des nuits où Marianne, épuisée, s'appuyait sur son flanc chaud pour retrouver un semblant de calme. Mais le temps n'avait pas épargné les Hale. Lorsque l'usine où Andrew travaillait depuis des décennies avait soudainement fermé, personne n'avait pris la peine de lui accorder une explication digne du travail qu'il avait fourni. Un avis placardé sur une porte métallique, condamné, avait suffi à résumer la fin brutale d'une carrière entière. À cela s'était ajoutée la santé déclinante de Marianne, dont les problèmes respiratoires s'étaient aggravés à un point où chaque inspiration ressemblait à une bataille perdue d'avance. L'argent s'échappait comme de l'eau versée dans un sol aride. Les factures s'accumulaient, les dettes se multipliaient, et les Hale avaient en vue leur maison, autrefois si pleine de vie, se vider lentement sous les yeux indifférents des huissiers. Les enfants, désormais adultes, vivaient loin, absorbés par leurs propres succès, leurs propres ambitions, leur propre monde devenu imperméable aux souffrances de leurs parents. Les appels se faisaient rares, les visites encore plus. Parfois, un message poli apparaissait sur l'écran du téléphone. « On pense à vous » ou « On vous appellera bientôt ». Mais ce bientôt n'arrivait jamais. Andrew passait alors ses soirées à contempler les murs nus de leur salon, vider des meubles que les créanciers avaient emportés, et se demandait dans quel moment précis la famille qu'ils avaient mis tant de soin à construire avait cessé d'être une priorité pour ceux qu'ils avaient aimés. Puis était venu le jour où le fils aîné, Ellis, avait sonné à leur porte, vêtu d'un manteau qui brillait presque autant que sa montre en or. Son sourire, large mais froid, n'avait rien de paternel ou de filial. Il était venu, disait-il, pour les aider. Il avait parlé d'un établissement spécialisé, un endroit où Marianne recevrait des soins adaptés à sa maladie. Les arguments étaient présentés avec l'aisance d'un vendeur qui connaît parfaitement son discours. Andrew l'avait écouté en silence, la mâchoire serrée, tandis que Marianne tentait de cacher le tremblement qui parcourait ses doigts. Tout semblait presque raisonnable, jusqu'à ce qu'Ellis précise que Beau n'aurait pas sa place dans cette organisation. Une règle stricte, expliquée d'un ton détaché, comme si l'on parlait d'un objet encombrant. Pour Ellis et ses frères et sœurs, Beau n'était qu'une responsabilité supplémentaire, un problème logistique. Marianne avait senti une brûlure dans la poitrine, non pas due à sa maladie, mais à la blessure invisible infligée par son propre fils. Andrew, lui, avait resserré sa prise sur la laisse du chien comme s'il tenait la seule chose qui lui restait au monde. Ils n'avaient pas élevé leurs enfants pour se retrouver traités comme un fardeau. Pourtant, ils étaient obligés d'accepter ce que leur fils appelait la seule option raisonnable. Mais Ellis n'était pas venu les soutenir, il était venu se décharger. Le coup final avait été ce fameux dossier tendu à Andrew dans une enveloppe blanche.
À l'intérieur se trouvait un acte de propriété d'un terrain perdu au fond des montagnes du Colorado, un vestige d'un passé familial oublié depuis longtemps. Un cadeau, affirmait Ellis avec un sourire forcé, mais un cadeau qui ressemblait plus à un abandon déguisé. La maison qui s'y trouvait, selon ses propres mots, était probablement inutilisable. Mais ce serait à eux d'en juger. Les Earle avaient compris alors que leurs enfants ne cherchaient pas à les aider. Ils cherchaient à se débarrasser d'un poids devenu gênant. Ainsi commença la route vers leur exil. Andrew et Marianne avaient entassé leurs maigres possessions dans leur vieux camion. Quelques vêtements, un peu de nourriture, le précieux appareil à oxygène de Marianne, presque à court de cartouches, et Beau, qui sentait déjà la gravité du moment. Le trajet vers les montagnes fut une épreuve de chaque instant. Le camion trop vieux toussait et vibrait à chaque montée. Le vent fouettait les flancs du véhicule, soulevant des tourbillons de neige qui semblaient vouloir avaler le monde entier. Marianne respirait difficilement, son souffle formant des nuages de vapeur contre la vitre froide. La route se rétrécissait au fur et à mesure que la civilisation disparaissait derrière eux, remplacée par les silhouettes imposantes des montagnes, austères et silencieuses. Quand ils arrivèrent enfin devant ce qui devait être leur nouveau foyer, Andrew sentit ses genoux fléchir. La maison n'était plus qu'un squelette, un assemblage de pierres fissurées et de bois à moitié pourri. Le toit s'était effondré sur une partie de la structure. Les fenêtres n'étaient que des cadres béants par lesquels s'engouffrait la neige. À l'intérieur, il n'y avait ni chaleur ni abri, seulement un sol recouvert d'une couche de poudre glacée et des murs rongés par le temps. Andrew sentit le désespoir l'envahir, une vague sombre qui menaçait d'engloutir tout ce qu'il avait tenté de préserver. Marianne, épuisée, s'était appuyée contre le camion. Sa respiration, sifflante et irrégulière, résonnait dans l'air froid. Andrew s'était précipité pour allumer l'appareil à oxygène, mais la cartouche, presque vide, délivrait à peine un souffle. À cet instant, l'idée même de survivre à cette première nuit semblait irréaliste. Ils avaient là quitté leur maison avec l'espoir ténu d'un renouveau, mais ne trouvaient ici qu'une version encore plus cruelle de leur détresse. C'est alors que Beau, qui jusque-là observait silencieusement les environs, s'était mis à marcher dans la neige profonde. Il avançait prudemment, mais avec une sorte d'assurance étrange, comme s'il avait senti quelque chose d'important. Andrew l'avait regardé s'éloigner, d'abord sans comprendre. Puis le chien s'arrêta devant une masse informe, recouverte d'une épaisse couche de neige. Il renifla le sol avec insistance, gratta, recula, puis revint, déterminé. Intrigué, Andrew s'approcha, ses doigts engourdis cherchant à déblayer la neige. Sous la surface glacée, il trouva une poignée métallique, un couvercle, un accès enfoui. Lorsqu'il réussit enfin à l'ouvrir, une odeur de poussière et de bois sec s'échappa vers l'extérieur. À l'intérieur, éclairé par la lumière vacillante de la fin d'après-midi, se trouvait un petit sous-sol préservé du froid. Des piles de bûches parfaitement rangées couvraient un mur entier. À côté, des boîtes de conserve soigneusement empilées attendaient là depuis des années. Un vieil appareil de chauffage au gaz reposait dans un coin, et même des outils, protégés par des bâches, semblaient prêts à resservir. Ce qui frappa Andrew fut cependant une inscription gravée sur le panneau de bois près de l'escalier. Les initiales de son grand-père. Cet endroit n'était pas un hasard. Il avait été préparé, pensé, anticipé par un homme qui, bien avant eux, avait connu la rudesse de ces montagnes et la nécessité d'être prêt à tout. Andrew sentit une émotion brutale monter en lui. Ce n'était pas de la joie, ni même de l'espoir, mais ce premier souffle d'énergie qu'éprouve un homme qui comprend qu'il n'est peut-être pas encore arrivé au bout de la route. Marianne, aidée par Beau, descendit lentement les marches et, respiration après respiration, se laissa envelopper par cette atmosphère tiède et rassurante. Le vieux chauffage fonctionnait encore. Les conserves seraient comestibles. Les bûches permettraient de tenir plusieurs nuits. Ils ne mourraient pas ici. Pas encore. Cette nuit-là, ils durent tout de même dormir dans la cabine du camion, le vent hurlant autour d'eux comme une bête sauvage. Mais pour la première fois depuis des semaines, ils s'endormirent sans la sensation écrasante de leur propre faim. Ils ne savaient pas encore que ce n'était qu'un prélude, que les montagnes allaient leur offrir bien plus qu'un simple refuge. Ils ne savaient pas que le lendemain, guidés une fois encore par Beau, ils découvriraient ce qui allait changer leur vie à jamais. Et c'est dans cette obscurité glacée,
tandis que la neige s'accumulait doucement sur le toit du camion et que la respiration de Marianne se faisait plus régulière, qu'un fragile fil de lumière commença à se tisser entre eux et la montagne. Une promesse que tout n'était peut-être pas perdu. Une promesse encore silencieuse, mais prête à éclore. Au petit matin, lorsque les premières lueurs pâles de l'aube glissèrent entre les nuages épais qui s'accrochaient aux flancs des montagnes, Andrew ouvrit les yeux avec la sensation étrange d'avoir dormi plus profondément que les nuits précédentes. Le vent avait cessé ses hurlements rageurs, ne laissant derrière lui qu'un silence lourd, presque solennel, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Marianne respirait calmement à côté de lui, ses traits détendus malgré l'inconfort de la cabine du camion. Beau, étendu au pied du siège, leva la tête dès qu'Andrew bougea. Ses yeux brillaient d'une vigilance tranquille, comme s'il avait veillé sur eux toute la nuit. Andrew resta un moment immobile, observant la buée s'échapper de leurs lèvres à chaque respiration. L'intérieur du véhicule était glacé et humide, mais moins oppressant que les nuits passées dans la maison vide qu'on leur avait arrachée. Il y avait dans ce matin figé une sorte de fragile continuité, une promesse discrète que peut-être les choses pouvaient s'améliorer. La découverte du sous-sol avait planté une minuscule graine d'espoir dans son esprit, quelque chose de difficile à apprivoiser, mais impossible à ignorer. Alors qu'il réfléchissait à la manière de commencer cette journée incertaine, Beau se redressa soudain, oreille pointée vers la porte du camion. Le chien n'avait rien perdu de sa détermination depuis la veille. Il avançait avec cette assurance instinctive, comme s'il savait exactement ce qu'il faisait. Andrew posa une main hésitante sur la poignée, inspira l'air glacial et ouvrit la porte. Une bourrasque glacée s'engouffra aussitôt dans l'habitacle, mais derrière elle, quelque chose d'autre, un pressentiment, une direction, sembla presque tangible. Beau ne perdit pas une seconde. Il bondit en avant, ses pattes soulevant des nuages de neige fraîche, et s'arrêta quelques mètres plus loin, avant de se retourner avec un bref aboiement. Andrew comprit immédiatement que le chien voulait qu'il le suive. Il appela doucement Marianne, lui prêtant son bras pour descendre du camion. Elle se redressa avec difficulté, mais il y avait dans son regard une détermination nouvelle, nourrie par la chaleur retrouvée du soir précédent. Le souvenir du sous-sol, de ce refuge inattendu préparé par les mains d'un ancêtre, avait renforcé en elle une pulsation de vie qu'elle croyait perdue. Ils avancèrent lentement derrière Beau. Le froid mordait leurs joues, et chaque pas s'enfonçait dans une neige épaisse qui montait parfois jusqu'aux genoux. Marianne haletait, mais à chaque fois que son souffle se faisait plus court, Beau revenait vers elle, lui frôlant la main de son museau avant de repartir en avant. C'était comme s'il cherchait à lui dire qu'elle n'avait rien à craindre, qu'il ne la laisserait pas tomber. Andrew sentait son cœur se serrer devant cet attachement presque humain. L'amour, pensa-t-il, ne se mesure pas au langage, mais à la constance. Après une longue ascension, lorsque ses jambes commençaient à trembler d'effort, Andrew vit soudain un nuage de vapeur s'élever entre deux rochers massifs. La vision lui parut irréelle. Une brume blanche et chaude flottait au-dessus d'une étendue d'eau claire. Beau s'arrêta devant la source, ses pattes noires contrastant avec la neige immaculée, et se tourna vers eux avec une sorte de douceur lumineuse dans le regard. Andrew sentit sa gorge se nouer. Il comprit qu'il venait de trouver quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui dépassait toutes les probabilités, toutes les attentes. Marianne s'avança la première. La chaleur qui s'échappait du bassin naturel enveloppa son visage d'un souffle tiède et réconfortant. Elle tendit une main tremblante vers la surface, et lorsqu'elle plongea ses doigts dans l'eau, elle eut un léger sursaut. La chaleur n'était pas simplement agréable. Elle semblait pénétrer la peau, se diffuser jusqu'aux muscles, puis jusqu'aux os. Comme si la montagne elle-même cherchait à apaiser leur douleur. Andrew l'aida à s'asseoir près du bord, et elle trempa doucement ses pieds dans l'eau chaude. Il vit ses épaules se détendre, sa respiration se régulariser, sa poitrine se soulever sans effort. C'était la première fois depuis longtemps qu'il observait un tel relâchement sur son visage. Il s'agenouilla à côté d'elle et plongea lui aussi ses mains dans l'eau. L'effet fut immédiat. Les douleurs qui tiraillaient son dos depuis des années semblèrent se dissoudre dans la chaleur. Une sérénité profonde l'envahit, une sensation presque oubliée, celle d'un corps qui, pour un instant, cesse de protester. Beau, amusé ou peut-être soulagé, se coucha près de Marianne, posant sa tête sur ses genoux, comme pour partager la même paix. Ce jour-là marqua le début d'une transformation lente mais inexorable. Après avoir passé un long moment au bord de la source,
Andrew et Marianne reprirent la descente vers leur refuge, le cœur plus léger qu'au matin. Le froid semblait moins agressif, le paysage moins hostile. La maison en ruine n'était pas devenue soudain une demeure confortable, mais quelque chose en eux avait changé. Ils savaient désormais qu'ils n'étaient pas seuls dans ces montagnes. Quelque chose, une force dont ils ignoraient l'origine, semblait veiller sur eux. Les sources chaudes n'étaient nées pourtant que la première étape de leur renaissance. Les jours suivants furent consacrés à une lutte méthodique contre les éléments. Andrew décida de mettre à profit tout ce qu'il possédait encore de force et de savoir-faire. Ses mains, durcies par des années de travail manuel, retrouvèrent une habileté instinctive lorsqu'il s'attaqua au toit effondré. Il fouillait autour de l'ancienne propriété, dénichait des planches encore solides, consolidait les poutres, battait les fixations gelées à coups de marteau. Tout en haut de l'échelle, il sentait la morsure du vent, mais aussi la satisfaction brutale du travail accompli, celle qui faisait vibrer les muscles et rappelait qu'il était encore vivant. Marianne, de son côté, redécouvrait le soin du foyer. Chaque jour passé dans les sources atténuait un peu son essoufflement. Elle retrouvait la force d'accomplir de petites tâches, trier les vivres trouvés dans le sous-sol, ranger les outils, nettoyer la poussière accumulée. Elle se surprit même à fredonner en pliant quelques vieux tissus qu'elle avait lavés à l'eau chaude de la source. Ce doux murmure, que Beau écoutait en remuant la queue, rappela à Andrew les premières années de leur mariage, où la maison résonnait constamment de la voix de Marianne. Beau se révéla être un allié précieux, presque indispensable. Chaque matin, après un bref repas, il s'échappait en courant vers des endroits que ni Andrew ni Marianne n'auraient pensé explorer. Il revenait parfois avec un objet inattendu dans la gueule, une clé à molette rouillée mais fonctionnelle, un morceau de toile résistante, un vieux bidon métallique encore utilisable. À d'autres moments, il aboyait à distance pour leur indiquer quelque chose d'important. C'est ainsi qu'Andrew découvrit un abri délabré, ancienne dépendance de la propriété, où avaient été entreposées des pièces de bois presque intactes malgré les années. Ce fut grâce à ces matériaux qu'il put consolider l'entrée de la maison. Un après-midi, alors qu'il revenait d'une longue excursion, Beau s'arrêta devant un creux rocheux et se mit à creuser frénétiquement. Andrew se pressa pour voir ce qu'il avait trouvé. Sous la neige, il tomba sur une coudée de tuyaux en métal soigneusement alignée et protégée par une bâche rongée par le temps. Cela lui donna l'idée de créer une petite canalisation rudimentaire depuis la source jusqu'à la maison, permettant de récupérer de l'eau pure pour la cuisine et la toilette. Bien que le système ne fût qu'un assemblage fragile et approximatif, il fonctionnait. Plus les jours passaient, plus Andrew et Marianne sentaient une amélioration fulgurante. Marianne ne dépendait presque plus de l'appareil à oxygène. Sa toux sèche se fit rare, puis disparut presque totalement. Ses joues reprirent une légère couleur rosée. Andrew, qui se croyait condamné à vivre avec ses douleurs lombaires jusqu'à la fin, se réveillait désormais sans gémissement. Ses mouvements étaient nos plus fluides, ses gestes plus assurés. Beau, quant à lui, semblait rajeunir sous leurs yeux. La légère boiterie qu'il traînait depuis des années avait disparu, et il bondissait à travers la neige avec l'énergie d'un jeune chien. Pour la première fois depuis longtemps, la vie retrouvait une cadence douce, presque harmonieuse. Le froid était toujours là, les difficultés aussi, mais ils n'en étaient plus écrasés. La montagne ne leur apparaissait plus comme une prison, mais comme un territoire mystérieux qui les accueillait d'une manière que ni l'un ni l'autre ne parvenait à s'expliquer. Chaque journée apportait sa part de surprises, de défis et de petites victoires. Ils reconstruisaient leur vie pierre après pierre, planche après planche, souffle après souffle. Un soir, alors que la lumière dorée du crépuscule se glissait entre les arbres de la forêt et se déposait délicatement sur la neige, Andrew observa Marianne, qui préparait une soupe simple mais savoureuse avec les moyens du bord. Elle se déplaçait avec aisance dans la petite cuisine improvisée, un sourire tranquille sur les lèvres. C'était une image qu'il croyait ne plus jamais revoir. Beau était allongé à leurs pieds, le regard attentif, comme s'il comprenait la valeur de cet instant. Andrew sentit une vague de reconnaissance l'envahir. Pour la montagne, pour la source, pour Beau, pour Marianne, toujours debout malgré les années, pour la vie elle-même qui, étrangement, leur offrait une seconde chance alors qu'ils croyaient avoir touché le fond. Ils ne savaient pas encore que ce qui les attendait dépassait tout ce qu'ils pouvaient imaginer, que d'autres vies viendraient bientôt se mêler à la leur, que les miracles des montagnes ne feraient que commencer,
et que la paix retrouvée serait bientôt mise à l'épreuve par l'arrivée inattendue de ceux qu'ils pensaient avoir perdus pour toujours. Au fil des semaines, la vie dans les montagnes prit une tournure inattendue, presque irréelle, comme si les jours se déroulaient désormais sous une lumière différente, plus douce et pourtant plus vive qu'auparavant. Andrew et Marianne, habitués depuis tant d'années à se battre contre les contraintes d'un quotidien oppressant, avaient trouvé dans cet isolement une respiration nouvelle. Leur corps, jadis affaibli, semblait retrouver une vigueur perdue, et leur morale, autrefois écrasée, s'élevait avec une lenteur rassurante. La maison, autrefois une ruine menaçante, reprenait forme sous les mains d'Andrew, tandis que Marianne y ramenait un semblant de chaleur et de vie. Et au cœur de cette renaissance discrète, Beau, plus attentif et sagace que jamais, veillait sur eux avec une fidélité qui n'admettait aucune faille. Cette harmonie fragile aurait pu durer longtemps sans être troublée, mais les montagnes, vastes et silencieuses, ne pouvaient garder leur secret éternellement. Les découvertes d'Andrew et Marianne, ainsi que leur transformation visible, ne passèrent pas inaperçues. Dans le petit village situé en contrebas des collines, les habitants commencèrent à entendre des rumeurs qui se propageaient avec la vitesse du vent. Certains parlaient de 2 vieillards qui avaient miraculeusement retrouvé la santé. D'autres évoquaient une source d'eau chaude aux vertus extraordinaires, perdue dans un recoin oublié de la forêt. Et presque tous mentionnaient un chien, un berger allemand mystérieux, qui semblait guider les gens avec une intelligence presque surnaturelle. Ces histoires, d'abord murmurées à voix basse, prirent de l'ampleur, attisant la curiosité de ceux qui cherchaient désespérément un remède à leur douleur. Un matin, alors que Marianne rangeait des herbes séchées près du poêle et qu'Andrew réparait une vieille porte trouvée parmi les décombres, le bruit de pas lourds approcha lentement de la maison. Beau, toujours vigilant, redressa les oreilles, puis sortit calmement, la queue abaissée mais l'allure digne. Andrew le suivit quelques instants plus tard et découvrit un homme d'un certain âge, emmitouflé dans une parka trop grande pour lui, le souffle court, le visage rougi par le froid. Il expliqua qu'il avait entendu parler de la source et qu'il souffrait depuis des années d'une arthrite qui lui rendait la marche difficile. Il ne demandait rien d'autre qu'un peu d'aide. Andrew, touché par la détresse du visiteur, lui proposa de se réchauffer, mais l'homme refusa poliment. Il disait sentir que ce n'était pas l'hospitalité dont il avait besoin, mais de la guidance. C'est alors que Beau s'avança, renifla doucement la main du vieil homme, puis fit quelques pas en direction du sentier qu'ils empruntaient chaque jour. Il se retourna, fixa le visiteur de ses yeux sombres, et d'un bref aboiement, l'invita à le suivre. L'homme, surpris mais étrangement confiant, emboîta le pas. Andrew et Marianne les observèrent disparaître dans la neige, comprenant avec émotion que Beau venait d'initier quelque chose de plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Le vieil homme revint plusieurs heures plus tard. Lorsqu'il s'approcha de la maison, il semblait métamorphosé. Les traits de son visage, qui quelques heures plus tôt étaient crispés de douleur, s'étaient adoucis. Il marchait plus droit, presque souple. Il raconta avec une voix tremblante que la chaleur de la source avait apaisé ses douleurs d'une manière qu'aucun traitement ne lui avait procuré en 30 ans. Il remercia les Hale avec une sincérité émue, et lorsqu'ils insistèrent pour lui offrir du thé chaud, il déclina encore une fois. Il leur expliqua qu'il devait rentrer chez lui, car il avait une dette à payer, partager ce qu'il avait trouvé. Et c'est ainsi que les jours suivants virent affluer 2, puis 3, puis 5 nouveaux visiteurs. Chacun d'eux se présentait avec une histoire différente, mais un espoir identique. Certains souffraient de maux chroniques, d'autres cherchaient un revirement moral. Quelques-uns étaient simplement intrigués par les rumeurs de guérison. Pourtant, tous se retrouvaient guidés par Beau, qui semblait détecter l'état physique ou émotionnel de chaque personne. Ils ne les menaient pas tous à la même source. Parfois, ils s'aventuraient plus profondément dans les bois, jusqu'à un bassin moins connu, dissimulé par les rochers. D'autres fois, il les dirigeait vers un petit ruisseau d'eau tiède, dont les reflets argentés dansaient sous les rayons du soleil. Jidu. Andrew observait cette organisation avec fascination, se demandant si Beau agissait par instinct, par magie ou simplement par une forme d'intelligence animale qu'il avait sous-estimée toute sa vie. Très vite, les visiteurs devinrent des habitués. Ils ne venaient jamais les mains vides. Certains apportaient des semences, d'autres des outils, d'autres encore des couvertures,
du savon, des bougies ou des plaques de métal. Peu à peu, autour de la maison, un semblant de communauté se forma. Une petite cabane fut construite à l'aide de planches récupérées, puis une seconde, lorsqu'un couple âgé, reconnaissant de son rétablissement, voulut offrir ses compétences en menuiserie. Un homme, autrefois mécanicien, proposa de réparer le générateur trouvé dans l'une des dépendances abandonnées. Tout se mettait en place comme si cet endroit, oublié pendant des décennies, avait attendu la présence d'Andrew et Marianne pour renaître. C'est à ce moment-là qu'apparut le docteur Grayson, une vétérinaire au regard vif, passionnée par les phénomènes biologiques inhabituels. Elle avait entendu parler non seulement des vertus de la source, mais surtout du chien. Elle demanda timidement la permission d'examiner Beau. Andrew accepta, sachant parfaitement que Beau ne se laisserait approcher que s'il le jugeait nécessaire. À la surprise générale, le chien s'assit calmement devant elle, comme s'il avait compris sa mission. Le docteur Grayson passa de longues heures à prélever minutieusement des échantillons d'eau, à observer les réactions de Beau à divers stimuli, puis à analyser rapidement ses conclusions. Ce qu'elle découvrit la stupéfia. Elle affirma que la composition minérale des sources possédait des propriétés inconnues, capables d'accélérer la régénération cellulaire. Elle montra, avec des examens précis, que le tissu musculaire de Beau semblait se renouveler plus rapidement que chez un chien normal, que ses anciennes blessures cicatrisaient à une vitesse anormale, et que même sa pigmentation semblait rajeunie. Cela confirmait ce qu'Andrew et Marianne avaient déjà compris par l'expérience. Les montagnes offraient plus qu'un refuge. Elles offraient une seconde vie. Mais alors que la communauté se consolidait, apportant une ambiance chaleureuse au sein de la forêt enneigée, un bruit étrange interrompit la quiétude du soir. Un ronronnement métallique, familier pour Andrew, mais étrangement déplacé dans ce décor sauvage. Il leva les yeux et aperçut, au loin, les phares puissants d'un véhicule luxueux qui serpentait maladroitement sur la route escarpée. Un souffle glacé traversa son cœur. Il reconnut immédiatement ce son, cette allure, cette manière d'annoncer sa présence. C'était la voiture d'Ellis. Les Hale se figèrent. Marianne s'agrippa légèrement au bras d'Andrew. Ce n'était pas la visite de leurs enfants qu'ils redoutaient, c'était ce qu'elle signifiait. Car Andrew savait que leurs enfants n'étaient pas venus par amour. Ils étaient venus parce qu'ils avaient senti l'odeur d'une opportunité. Et il avait raison. Lorsque la voiture s'arrêta devant la maison, les portières s'ouvrirent avec brusquerie. Ellis en descendit, suivi de ses frères et sœurs, vêtus de manteaux coûteux, les yeux écarquillés devant le spectacle improbable du refuge reconstruit. Leur surprise était presque palpable. Ils observaient les murs solides, les fenêtres dégivrées, la fumée qui s'élevait paisiblement de la cheminée. Ils voyaient leurs parents, non pas affaiblis, mais debout, forts, éclairés par la lueur chaleureuse du foyer. En un instant, leur stupéfaction se transforma en calcul. Andrew le vit dans leurs regards avides. Ils tentèrent d'expliquer leur venue, prétextant une inquiétude tardive, mais leurs mots sonnèrent un creux. Très vite, leur discours glissa vers les possibilités économiques. Un centre de bien-être, un spa de luxe, un complexe de guérison avec des tarifs exorbitants. L'idée d'utiliser Beau comme mascotte leur semblait brillante. Ils avaient la certitude que leurs parents accepteraient immédiatement. Mais Andrew sentit la colère lui monter à la gorge. Non pas une colère explosive, mais une colère silencieuse, dévastatrice, née de la trahison la plus intime. Beau, quant à lui, n'attendit pas que la tension monte davantage. Il s'avança lentement vers le groupe d'enfants adultes, le pelage dressé, mais sans agressivité. Il se posta simplement entre eux et les Hale, comme une barrière immobile. Son regard fixe, profond, transperça chacun d'eux, mettant à nu leurs intentions sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Les enfants reculèrent malgré eux. Il y avait dans ce chien un langage qu'ils comprenaient soudain. La loyauté ne se monnaie pas. Et ils furent forcés d'admettre, même silencieusement, qu'ils ne faisaient pas partie de ceux que Beau jugeait dignes de confiance. Mais les montagnes n'allaient pas se contenter de simples avertissements. La nuit tomba rapidement, enveloppant les arbres d'un voile noir. Une tempête se leva soudain, violente et imprévisible. Le vent hurla à travers les branches, la neige se mit à tourbillonner avec une férocité presque vivante. Les enfants voulurent repartir, mais la route était déjà impraticable. Leur voiture glissa dangereusement sur la pente, s'immobilisant à moitié dans un fossé. La panique s'empara d'eux. Alors que leurs cris se mêlaient au vacarme du vent, Beau surgit,
aboyant pour attirer leur attention. Il s'élança sur un chemin étroit, s'arrêtant régulièrement pour vérifier qu'ils le suivaient. Andrew et Marianne observaient la scène avec un mélange d'inquiétude et de stupeur. Bo menait leurs enfants à travers les dangers de la montagne, ignorant le mal qu'ils avaient fait par le passé. Il les guidait vers un abri sûr, vers une possibilité de rédemption. Quand ils revinrent tous enfin à la maison, transis et tremblants, mais indemnes, un silence inhabituel plana dans l'air. Les enfants, après avoir échappé à la mort grâce aux chiens qu'ils avaient voulu éloigner, ne trouvaient plus les mots. Ils virent leurs parents différemment, non plus comme des fardeaux à écarter, mais comme les gardiens d'un lieu de guérison. Ils virent sa force qu'ils avaient sous-estimée toute leur vie. Ils virent ce qu'ils avaient failli perdre. Et ainsi, au milieu de cette tempête, quelque chose se fissura dans leur cœur. Une brèche minuscule, mais suffisante pour laisser passer la lumière. Une lumière qui annonçait que, malgré les blessures du passé, la montagne avait offert à chacun une seconde chance. Une chance que les Hale n'auraient jamais imaginée quelques mois auparavant. Une chance qui allait bientôt conduire toute la famille vers un avenir qu'ils n'auraient jamais osé rêver. Lorsque la tempête s'apaisa enfin, laissant derrière elle un paysage figé sous des draperies de neige immaculée, un silence inhabituel enveloppa la vallée. Les Hale et leurs enfants restèrent un long moment rassemblés dans la salle principale, encore secoués par le tumulte de la nuit. L'air semblait chargé de quelque chose de dense et de fragile, comme si les mots qu'ils s'apprêtaient à prononcer pesaient davantage que les années de distance qui les avaient séparés. Il n'y avait plus de voix pressées, plus de jugement, plus d'ambition mal placée. La peur qui les avait saisis lorsque la voiture avait failli basculer dans un ravin avait dissipé toute leur certitude arrogante, laissant place à un silence où la vérité se rendait enfin visible. Les enfants observaient Andrew et Marianne comme s'ils les découvraient pour la première fois, étonnés de leur force retrouvée, de leur calme, de leur résilience presque surnaturelle. Ils osaient à peine parler, comme si la moindre parole déplacée risquait de briser l'équilibre fragile que Bo avait instauré entre eux en les ramenant sains et saufs. Le chien couché près du feu surveillait la scène d'un regard bienveillant mais lucide. Il semblait sentir que quelque chose de fondamental devait être dit, qu'un nœud ancien devait enfin se défaire pour que chacun ait une chance de recommencer. Le premier à rompre le silence fut Ellis, le fils aîné. Sa voix, habituellement assurée, tremblait légèrement. Il parla de leur arrogance, de leur incompréhension, de leur incapacité à voir leurs parents comme des êtres humains et non comme une charge. Il reconnut avoir voulu contrôler ce qu'ils ne comprenaient pas, avoir cru pouvoir imposer sa vision du monde, persuadé qu'elle était la seule valable. Peu à peu, ses frères et sœurs trouvèrent le courage de parler à leur tour. Ils confessèrent leurs peurs, leurs échecs, leur honte d'avoir abandonné ceux qui les avaient tant aimés. Leurs mots s'écoulaient lentement, maladroitement, mais avec une sincérité qui faisait trembler leur voix et leurs mains. Aucun d'eux ne tenta d'édulcorer la vérité. Ils savaient que le mensonge ou la justification n'avaient plus leur place ici, dans cette vallée où la montagne semblait exiger une absolue franchise. Marianne les écouta sans les interrompre, assise dans son fauteuil, la main posée sur celle d'Andrew. À mesure que les aveux se succédaient, ses yeux s'embuèrent. Ce n'était pas de la douleur, mais une forme de soulagement profond. Andrew, lui, était resté d'un calme presque majestueux. Il avait traversé tant d'épreuves, tant d'humiliations muettes, qu'il avait appris à reconnaître le moment où la vérité devient un pont plutôt qu'un mur. Lorsqu'il prit enfin la parole, sa voix était douce, dépourvue de reproches. Il leur dit qu'ils avaient souffert de leur manque d'attention, de leur égoïsme, mais qu'ils n'avaient jamais cessé de les aimer. Il leur dit également que dans cette vallée perdue, ils avaient appris quelque chose que ni la ville, ni les médecins, ni les lumières artificielles ne pouvaient leur offrir. La paix. Une paix qu'ils voulaient désormais partager et non protéger contre ceux qui en avaient un besoin. Les enfants, émus jusqu'aux larmes, se rapprochèrent de leurs parents comme ils ne l'avaient pas fait depuis leur enfance. Ce fut un moment suspendu où le passé sembla s'effriter doucement pour laisser place à une nouvelle compréhension, un lien plus vrai que celui qu'ils avaient jadis tenu pour acquis. Les jours suivants se déroulèrent dans une atmosphère de reconstruction. Les enfants, qui étaient venus avec l'idée de bâtir un empire lucratif, se mirent à travailler humblement aux côtés de leurs parents. Ils aidèrent à déblayer les chemins,
à renforcer les cabanes déjà construites par les visiteurs reconnaissants, à améliorer le petit réseau d'installation qu'Andrew avait commencé. Chaque geste était une forme d'excuse silencieuse, une tentative tangible de réparer ce qui avait été brisé. Peu à peu, la vallée se transforma. Ce n'était pas un centre de luxe, ni un lieu de profit. C'était un refuge, un endroit où les gens venaient pour guérir non seulement leur corps, mais aussi leur âme. Le docteur Grayson installa un petit poste d'observation pour étudier les effets de la source et contribua à organiser les soins nécessaires aux animaux blessés que Bo ramenait parfois. Les habitants du village en contrebas, touchés par les récits de guérison, vinrent prêter main forte. Le refuge devint un lieu d'entraide spontanée où chacun offrait ce qu'il pouvait. Du bois, des outils, des compétences, parfois simplement un sourire ou une main tendue. Les Hale se retrouvèrent au cœur d'une petite communauté, non pas forgée par les liens du sang, mais par ceux de la reconnaissance et de la bienveillance. Les enfants, témoins de cette solidarité, apprirent à voir la vie d'une manière nouvelle. Ils comprirent que leurs parents n'avaient pas seulement survécu à leur abandon. Ils avaient construit quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Au fil des saisons, la vallée devint un lieu si serein que même les animaux sauvages semblaient y trouver refuge. Bo, toujours alerte, circulait entre les visiteurs, s'assurant que chacun trouvait la source qui lui convenait. Jamais il ne se trompait, comme si une sagesse mystérieuse guidait chacun de ses pas. Andrew se surprit souvent à se dire que Bo n'était pas seulement un chien, mais la conscience même de la montagne, un guide envoyé par une force qu'il ne comprenait pas, mais qu'il respectait profondément. 1 an après leur arrivée, alors qu'un printemps tendre s'annonçait et que les premières fleurs sauvages perçaient la neige fondante, Andrew et Marian s'assirent sur le perron de leur maison. Autour d'eux, la vallée respirait une vie nouvelle. Les cabanes nouvellement construites dégageaient une fumée fine qui montait droit dans le ciel. Les voix des visiteurs résonnaient gaiement entre les arbres, et les rires se mêlaient au ruissellement discret des sources. Le soleil, encore timide, caressait les visages de ceux qui travaillaient au jardin, où de jeunes plants commençaient timidement à sortir de terre. Bo vint s'étendre à leurs pieds, la tête posée sur les genoux de Marianne. Son pelage avait retrouvé une brillance de jeunesse, et ses yeux pétillaient d'une vitalité presque surnaturelle. Andrew passa une main dans son cou, observant la vallée avec gratitude. À cet instant, le docteur Grayson arriva en souriant, un petit panier dans les bras. Elle le posa doucement près de Marianne, qui souleva le tissu pour découvrir un chiot encore maladroit, à peine sevré, les yeux grands ouverts sur le monde. Rien dans son apparence ne rappelait directement Bo, mais quelque chose dans son regard, une profondeur calme et attentive, donnait l'impression d'un héritage silencieux. Marianne prit le petit animal contre elle avec une tendresse infinie. Andrew sourit, ému. Le chiot remua faiblement la queue, comme s'il comprenait qu'il venait de trouver sa place. Bo, immobile et alerte, observa la scène, puis posa doucement sa patte sur le panier vide. Il n'y avait pas de jalousie dans son geste, seulement une forme de transmission instinctive, comme s'il approuvait l'arrivée d'un successeur. Ce fut un moment d'une beauté simple et parfaite, un moment où le cycle de la vie se révélait dans ce qu'il avait de plus pur. Andrew sentit alors, au plus profond de lui, que tout ce qu'ils avaient vécu, la pauvreté, l'abandon, la maladie, la douleur, avait conduit à cet instant précis. Un instant où ils pouvaient enfin contempler ce qu'ils avaient construit, non pas avec de l'argent ou de la puissance, mais avec de la patience, de la bonté, et une foi muette en quelque chose de plus grand qu'eux. Cette vallée, autrefois un lieu oublié, était devenue un sanctuaire où la souffrance trouvait un répit, où les blessures se refermaient, où les cœurs se réapprivoisaient doucement. Et assis là, main dans la main, entourés de leurs enfants réconciliés, de leurs nouveaux amis et du souffle chaud de la montagne, Andrew et Marianne comprirent enfin que ce qu'ils avaient longtemps considéré comme la fin de leur vie n'avait été que le commencement. Un commencement forgé par le courage, la persévérance et l'amour inébranlable d'un chien qui, plus que quiconque, savait reconnaître la valeur de ceux qui méritèrent d'être protégés. Le vent léger qui descendait des hauteurs effleura leur visage, comme un murmure de la montagne elle-même, leur soufflant que désormais, ici dans cette vallée, ils étaient chez eux. Ne pars pas, d'autres histoires, encore plus choquantes et capables de changer des vies arrivent.
Abonne-toi dès maintenant et partage absolument cette vidéo. Que d'autres découvrent eux aussi comment une seule décision peut sauver une vie. Et dans les commentaires, dis-nous d'où tu regardes. Chaque spectateur compte pour nous.